Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire. On est très content de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle session. Nous sommes aujourd'hui sur un webinaire régional avec la CPAM de la Creuse, la CPAM des Deux-Sèvres et la CPAM des Landes. On est ensemble aujourd'hui pour une session de 1 heure pour ce webinaire. On va vous expliquer les modalités techniques et vous présenter donc le webinaire sur le sujet des rejets des attestations de salaire. Donc on est sur, en quelque sorte, un webinaire de rappel avant cette période estivale qui s'annonce. On est ensemble donc pendant 1 heure avec le déroulé que vous allez avoir pendant ce temps-là et vous pourrez poser vos questions-réponses pendant la présentation. On reviendra sur vos questions en fin de webinaire. On vous rappelle que cette session, elle est enregistrée. Nous vous enverrons le support avec la foire aux questions et le replay également vous sera diffusé. Donc, soit en fin de semaine, soit plutôt en début de semaine prochaine, le temps qu'on puisse collecter toutes les questions, toutes les informations et vous les retransmettre de manière la plus complète possible avec la session d'aujourd'hui, mais aussi la session qui aura lieu jeudi prochain. Donc, on va se présenter avant de rentrer dans le vif du sujet. Je suis Anthony Mérigeau, chargé de relations en entreprise à la CPM de la Charente et je suis accompagné de 3 de mes collègues de la région Nouvelle-Aquitaine et je vais leur laisser la parole. Bonjour, Bonjour, bonjour à tous. Je suis Laurence Peyre de Mont-de-Marsan, de la CPM des Landes. bonjour, Anita Junier de la Caisse primaire de Niort dans les Deux-Sèvres. Et également, alors Alexandra Tourissot va nous rejoindre dans quelques instants. Une petite absence inopinée, mais elle va nous rejoindre et participera également à l'animation de ce webinaire. Donc, elle est chargée de relations en entreprise sur la CPM de la Creuse. Pour une qualité optimale du webinaire, on va se permettre de couper la caméra pour avoir une bande passante d'une efficacité la plus complète qu'elle puisse être. Donc on va couper la caméra et on reste bien entendu ici pour commenter le webinaire et répondre avec Anita et Laurence à toutes vos questions. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, donc nous nous sommes présentés, nous sommes donc chargés de relations d'entreprise, nous vous accompagnons, nous vous conseillons, nous vous informons dans vos démarches vis-à-vis de l'assurance maladie. Dans l'esprit des missions en fait heu, que peut, remplir le chargé de relations en entreprise, c'est un accompagnement, au quotidien des services paye, des services, RH, comptabilité, pour comprendre l'importance des informations qui sont renseignées, en ligne. Alors, soit à travers les logiciels de paye, soit à travers, le portail Net Entreprise pour, optimiser la qualité des données et ensuite, clairement mettre, en paiement, des arrêts de travail, que ça soit, des arrêts de travail maladie, des arrêts de travail, maternité, accident du travail, en respectant la réglementation. Donc on vous propose des solutions concrètes, pardon, pour l'amélioration de la qualité des flux et pour, améliorer les délais de paiement. Heu, on va vous informer, vous renseigner au quotidien sur, tout l'aspect réglementaire autour des absences, que peut avoir, pardon, un salarié à travers, la réglementation qui va s'appliquer à travers justement les outils numériques en ligne, donc comme je l'ai dit, sur Net Entreprise ou par, le signalement d'arrêt de travail DSN. Donc on va voir, en détail aujourd'hui. Nous sommes, vraiment nous nous positionnons en tant que relais de confiance, hein. On peut, vous accompagner pour résoudre des blocages, techniques, un problème de saisie par exemple, ou une situation vraiment, cocasse, assez particulière. On peut être le bon interlocuteur pour, relayer après, pour échanger avec les différents services de la caisse. On vous porte des informations, des actions de prévention à travers, la prévention de la désinsertion professionnelle. Par contre, vous allez le voir, donc comme on le fait aujourd'hui, on anime des webinaires ou des réunions collectives. On peut se déplacer aussi, sur le terrain, dans vos établissements et vous pouvez recevoir de temps à autre des informations, des mailings,
de la part de l'assurance maladie. Donc on est là vraiment pour vous accompagner au quotidien et faciliter toutes vos démarches. Attention par contre, le CRE, le chargé de relations d'entreprise, n'est pas, celui qui va traiter votre réclamation. Pour cela, on le verra aussi à la fin du webinaire, vous allez avoir un service spécifique en ligne pour le suivi des réclamations. Vous avez le 36 79 pour contacter, les différentes caisses de Nouvelle-Aquitaine, pour, faire le suivi de vos dossiers et adresser une réclamation, à la caisse concernée. Donc aujourd'hui, on est avec vous pour 1 heure sur les rejets des attestations de salaire et on va vous proposer le sommaire suivant. Donc, quels sont les grands axes, hein, au niveau des rejets? Donc, on a le dernier jour de travail, les salaires, la subrogation, l'attestation de salaire OD6. Alors, OD6, c'est pour arrêt continu et supérieur à 6 mois. Les indemnités journalières qui sont déjà payées ou comment envisager une correction sur une attestation de salaire. Donc on va commencer tout de suite avec quelques chiffres déjà pour vous donner un petit aperçu. Au niveau des rejets des attestations de salaire saisies sur Net Entreprise, donc ça demeure globalement stable pour la partie maladie, maternité, paternité et aussi pour le temps partiel thérapeutique. Mais vous le voyez, hein, dans les chiffres, les rejets sont quand même beaucoup plus élevés sur la partie Net Entreprise. Donc ce sont les 2 premières colonnes en 2024 et en 2025 par rapport, au rejet, sur le risque maladie, maternité, paternité et au D6 sur les 2 dernières colonnes, en DSN. On a quasiment, 3 fois plus de rejets, sur Net Entreprise pour la maladie, la maternité, la paternité, le temps partiel thérapeutique, vis-à-vis des rejets en signalement d'arrêt de travail DSN. Donc c'est assez conséquent. Donc un rejet, on va le voir après, ça peut, manifester, bah, pas mal d'actions, correctives, pour l'employeur et puis du travail aussi pour la caisse. En accident de travail, maladie professionnelle, là encore, on a des données assez stables, beaucoup de rejets, sur la partie Net Entreprise parce que la réglementation est plus complexe et ça demande effectivement un petit peu plus de technicité. Alors, quel avantage à utiliser la DSN? Eh bien, simplement, en DSN, on vous rappelle que toutes les données des DSN mensuels sont le reflet de votre paye. Donc, toutes ces informations qui sont ancrées dans votre paye, associées, associées pardon, au signalement d'arrêt de travail, eh bien, ça va finalement donner une information fiable, sécurisée, avec moins de risques d'erreur et automatiquement bah, moins de rejet d'attestation de salaire. On va avoir un paiement d'indemnité journalière beaucoup plus rapide, un gain de temps aussi dans la saisie, hein, un signalement d'arrêt de travail en DSN, que ça soit en maladie, en maternité, en paternité, ça va être en quelques clics. Là où sur Net Entreprise, eh bien, on peut passer 5 à 10 minutes sur une saisie, se poser des questions sur le calcul du salaire, notamment le calcul du salaire établi. Et puis on n'est pas à l'abri d'une erreur de virgule ou de saisie de chiffres, alors qu'en DSN, bah, toutes ces informations sont déjà ancrées. Donc, quand vous envoyez le signalement, finalement, vous êtes protégé de toutes ces zones obscures qui peuvent régner encore sur la saisie sur Net Entreprise. Euh, Simplement pour, aller encore plus loin sur les avantages de la DSN, quand vous êtes sur un signalement maternité-paternité, il y a une subtilité au niveau des salaires. On utilise des salaires réduits. Les salaires réduits, donc ce sont les salaires déduits de 21 par rapport au brut cotisé et au brut rétabli. Donc ça se fait de manière automatique en DSN. Vous n'avez pas à le calculer, alors que sur Net Entreprise, bah, vous devez le calculer vous-même. Pour la paternité, à partir du moment où vous renseignez les bonnes dates de dernier jour de travail et de date de fin prévisionnelle, les dates vont se transmettre automatiquement à l'assurance maladie. En accident de travail, maladie professionnelle, tout ce qui est rappel, accessoires de salaire et primes peuvent être directement renseignés dans les blocs 51 et 52. Et puis, on a également le fait qu'une attestation de salaire maladie va pouvoir être générée en complément du signalement d'arrêt de travail DSN, accident de travail, maladie professionnelle. Et cette attestation de salaire maladie, elle est utile pour verser des indemnités journalières de manière provisionnelle, le temps que le dossier soit étudié, voire reconnu. Et on va bah, directement se diriger, comme je l'ai dit, faire un gain de temps pour tout le monde. Et les inconvénients, comme je l'ai déjà expliqué, que ça soit alors sur Net Entreprise ou sur une attestation réalisée de manière manuscrite, hein, au format papier, on va bah, tout écrire, donc on peut se tromper forcément à un moment donné sur les chiffres. Euh,
on va avoir notamment sur la partie paternité des démarches supplémentaires à faire, c'est-à-dire que vous envoyez l'attestation, mais vous devez aussi déclarer en parallèle les dates sur le compte entreprise pour la prise des différentes périodes du congé paternité. Le temps de saisie, j'en ai déjà parlé. Et effectivement, on peut se diriger vers des indus, des régularisations. Donc, ce qui n'est pas l'objectif premier. On cherche à obtenir un paiement fiable, rapide, sécurisé, conforme avec l'utilisation du signalement d'arrêt de travail DSN. Alors, un rappel général, hein, mais vous le savez déjà, quand effectuer sa déclaration? À partir du moment où vous avez connaissance de l'avis d'arrêt de travail et que celui-ci soit d'une durée de 15 jours ou d'au moins une journée. Même si cette journée peut être potentiellement une journée de carence, sur certains dossiers médicaux administratifs, on peut payer une indemnité journalière dès le premier jour. Heu, voilà, donc à chaque changement de risque aussi, on va le voir aussi à travers, des exemples pendant ce webinaire, vous allez transmettre une attestation de salaire. En cas de fractionnement aussi pour le congé paternité. D'un point de vue, maintien de salaire, en fonction de votre politique sur la rémunération ou sur la subrogation, si vous ne pratiquez pas la subrogation, on vous invite à effectuer l'attestation de salaire dans les 5 jours qui suivent la connaissance de l'arrêt de travail. Donc ça, c'est issu de la charte DSN. Si vous pratiquez la subrogation en DSN, vous pouvez transmettre les signalements soit au fil de l'eau pour avoir, je dirais, une trésorerie plutôt à jour, ou alors vous pouvez aussi attendre l'envoi de la DSN mensuelle, c'est-à-dire stocker les signalements d'arrêt de travail au fur et à mesure dans la DSN mensuelle, et au moment où l'envoi de la DSN mensuelle est fait, eh bien vos signalements d'arrêt de travail vont aussi partir en même temps. Donc les deux sont tout à fait possibles. Et on va aborder le sujet du dernier jour de travail. Donc le dernier jour de travail, c'est une donnée essentielle sur l'attestation de salaire. Donc on va le voir à travers différents motifs, différents exemples. Pourquoi c'est une donnée essentielle? Eh bien, c'est avec cette donnée-là qu'on va pouvoir examiner les conditions d'ouverture des droits. Ça va conditionner la période de référence des salaires et puis aussi le point de départ d'indemnisation. Donc, en règle générale, ce qu'il faut retenir, c'est que le dernier jour de travail, ça correspond à la veille de la date de début de la prescription d'arrêt de travail. Peu importe qu'il y ait des jours de la semaine qui soient travaillés ou non, peu importe la situation du salarié, on ait une situation de congé payé, RTT ou même des jours fériés, on va systématiquement retenir la réglementation qui veut que le dernier jour de travail n'est pas forcément le dernier jour de travail à proprement parler, hein. Un arrêt de travail qui commence un lundi, le dernier jour de travail, même si votre salarié a travaillé le vendredi, eh bien, on va pas mettre le vendredi, on va mettre le dimanche, la veille. C'est, finalement le dernier jour de travail, c'est une sorte de rampe de lancement pour l'indemnisation au lendemain du dernier jour déclaré. On vous rappelle également que toute journée de travail commencée est gérée par l'employeur. Lorsque le salarié se voit prescrire un arrêt de travail le jour où il a travaillé, ce dernier jour de travail correspond à la date de l'arrêt. Donc, on va partir du principe que lorsqu'il y a un dernier jour de travail, eh bien, ça a un impact non négligeable sur l'indemnisation de l'arrêt. Donc, l'assurance maladie va rejeter votre attestation de salaire, le délai de traitement va augmenter. On va, par le biais d'un compte-rendu métier, on va vous demander de corriger le dernier jour de travail, ou ça peut susciter aussi un appel de nos services pour faire confirmer le dernier jour de travail. Donc une attestation de salaire, une DSN annulée en place ou une attestation de salaire rectificative par Net Entreprise peut être demandée par un compte-rendu métier. Vous allez recevoir cette notification au niveau du compte-rendu. Ça va vous demander bah, de refaire finalement. Si c'est en DSN, ça peut aller puisque quelques clics seront suffisants pour transmettre l'annulé en place. Ou alors, une nouvelle saisie sur Net Entreprise sera à prévoir. Le salarié, s'il n'y a pas de subrogation, peut effectivement s'impatienter sur le règlement qui n'est pas effectué par la caisse. Et derrière, on va pouvoir, à réception de l'attestation de salaire rectificative, reprendre le dossier et l'indemniser. Mais voilà l'impact qu'un dernier jour de travail peut avoir. Alors, si vous corrigez l'information assez rapidement, très bien, hein, on peut ne pas se retrouver dans des situations de mécontentement, mais
On peut avoir, bien entendu, quelquefois des situations où des dossiers vont être bloqués parce qu'il y a eu une erreur sur le dernier jour de travail. Une erreur qui peut être assez conséquente si le dernier jour de travail est déclaré sur une fin de mois, par exemple un 29 mai, un vendredi 29 mai, alors que s'il est déclaré sur un dimanche 31 mai pour un arrêt qui commence au 1er juin, c'est un impact significatif, puisqu'on vous rappelle que si le dernier jour de travail est déclaré le 29 mai, la période de référence pour les droits et pour les salaires, ça va être février, mars, avril. Alors que si vous déclarez le 31 mai, la période de référence va être mars, avril et mai. Donc automatiquement, c'est un impact sur les droits, mais aussi sur les salaires que vous déclarez. Donc c'est pour ça qu'il faut être très vigilant sur le dernier jour de travail. Donc je vous propose à présent qu'on puisse éplucher un petit peu tous les cas qui peuvent se présenter à vous au quotidien dans vos missions RH sur la gestion des arrêts de travail avec, la gestion d'un arrêt de travail maladie. Donc là, on vous a mis un calendrier pour chaque, exemple. Si votre salarié n'a pas travaillé le premier jour de l'arrêt, le dernier jour de travail se situe à la veille de l'arrêt. Donc là, on a un arrêt de travail, pardon, du 3 au 8. Le dernier jour de travail, ça ne sera pas le premier, ça sera le 3, même si la journée n'a pas été travaillée. Pourquoi? Puisque on se positionne à la veille de l'arrêt qui a débuté le 4. Donc on va potentiellement mettre une carence sur la période du 4 au 6 et indemniser à compter du 7. Un second exemple à présent, avec un autre calendrier cette fois-ci, et une activité salariée, travailler jusqu'au 7. Et le 7, eh bien, notre salarié ne se sentait pas en capacité de poursuivre sa journée de travail. Il a réussi à avoir un rendez-vous auprès de son médecin la journée du 7. Donc le médecin a prescrit l'arrêt maladie à compter du 7 jusqu'au 10. Pour autant, comme la journée a été travaillée, cette journée est due par l'employeur et sur l'attestation de salaire, il va falloir faire figurer le dernier jour de travail au 7. Donc là, on se retrouverait avec une carence appliquée à compter du 8. Donc les 8, 9 et 10 peuvent être des journées de carence. Voilà un second exemple pour un cas d'arrêt maladie où la journée de travail égale la journée de prescription du médecin. Le troisième cas, avec un dernier jour de travail maladie pendant des congés payés. Alors là, on a un salarié qui a 2 semaines de congés payés, du 4 jusqu'au 17. Et pendant ces congés payés, à la fin de ces congés payés, eh bien, il a un arrêt de travail à compter du 15 jusqu'au 24. Alors, quel est le dernier jour de travail à renseigner? Eh bien, simplement, on va retenir, là encore, la règle générale, à savoir que le dernier jour de travail sera indiqué la veille de son arrêt, soit le 14 ici, et non pas le 3 du mois. Donc voilà pour les différents cas en maladie. On va passer à présent en paternité. Alors en paternité, on va vous rappeler le point de départ. En paternité, pour rappel, donc on a une première période d'absence, d'interdiction de travail, hein, vraiment c'est le terme à utiliser, hein. Selon le code de la sécurité sociale, il y a une interdiction de travail de 7 jours minimum dès le jour de la naissance ou dès le jour ouvrable suivant la naissance de l'enfant. Dans ces 7 jours, qu'est-ce qu'on a? On a les 3 jours employeurs, hein, selon la convention collective ou des accords de branche. Ces 3 jours peuvent être quand même, même, augmentés à 4 ou 5, hein, selon les entreprises. Mais le code du travail donne 3 jours employeurs, donc rémunérés par l'employeur. À ces 3 jours-là, donc s'ajoutent les 4 jours de l'assurance maladie. La date du dernier jour de travail, elle va être concomitante finalement au dernier jour du congé de naissance employeur et à la veille de la période indemnisée par la CPAM. On peut avoir un dernier jour de travail égal au dernier jour du congé de naissance employeur et vous le voyez sur l'exemple là, à travers la petite roue crantée, on va avoir le dernier jour de travail ici si ma période de congé paternité, donc en bleu marine, de l'assurance maladie, est prise par le salarié. Donc mon dernier jour de travail, ça sera le jour 3 à déclarer. Le solde, il sera à prendre en une ou en deux périodes, le solde du congé paternité. On vous rappelle que la durée totale, elle est de 25 jours pour la partie indemnisée par la CPM, à laquelle va s'ajouter 3 jours de la période employeur, donc un total de 28 jours.
ou 32 jours pour la partie CPAM plus 3 jours pour la période employeur, si on est dans le cas d'une grossesse gémellaire ou d'une naissance de naissance multiple. Donc, l'employeur pourra par la suite transmettre l'acte de naissance via le compte entreprise. Et pour les périodes restantes, donc les périodes fractionnées, période numéro 2, période numéro 3, que vous voyez à l'écran ici, elles pourront être prises dans un délai de 6 mois suivant la naissance de l'enfant et elles doivent faire à minima 5 jours. Si elles font moins de 5 jours, elles ne peuvent pas être prises. Donc voilà les petits rappels au niveau du congé paternité. Pour continuer dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, donc avec un nouveau calendrier, une naissance qui a eu lieu le dimanche 3, on va avoir un congé de naissance employeur qui doit être pris sur des jours ouvrables. Donc le dimanche n'est pas un jour ouvrable, sauf si on a une convention collective qui le stipule, mais la loi dit le congé de naissance doit être pris sur des jours ouvrables. Donc là, dans l'exemple, on a 4, 5, 6 pour le congé de naissance. Donc automatiquement, on va retenir le dernier jour du congé de naissance employeur comme étant le dernier jour de travail à renseigner dans le signalement d'arrêt de travail DSN pour indemniser la première période de congé paternité que l'assurance maladie va pouvoir régler du 7 au 10. Donc dans le signalement d'arrêt de travail DSN, on met un dernier jour de travail au 6 et une date de fin prévisionnelle au 10. De cette manière, l'assurance maladie va recevoir l'attestation de salaire et une période de congé paternité de manière automatique qu'elle va pouvoir indemniser. Donc le salarié va reprendre son activité à compter du 11, donc sur la semaine suivante. Et puis la semaine d'après, il souhaite reprendre une autre fraction, donc il prend bien un minimum de 5 jours, puisqu'il prend la semaine entière, du 18 au 24. Il va même prendre 7 jours. Quel est le dernier jour de travail à utiliser pour un nouveau signalement d'arrêt de travail DSN? Eh bien, ça sera le 17. Donc là, on va appliquer la règle générale. Le 17 sera renseigné pour l'indemnisation à compter du 18 et donc la date de fin prévisionnelle dans le signalement d'arrêt de travail DSN qui pourra être renseignée sera le 24. Donc il faudra bien respecter la chronologie, le faire au fur et à mesure, ne pas anticiper les périodes de congé paternité. On va attendre que chaque période ait à minima débuté pour transmettre le signalement d'arrêt de travail DSN. C'est très important. En maternité, on va vous proposer 2 exemples. Alors, l'exemple le plus simple qu'il soit, c'est un petit peu comme le dernier jour de travail en maladie, c'est-à-dire qu'on va avoir un congé maternité à compter du 26 mai. Donc là, on va simplement renseigner un dernier jour de travail au 25 mai. Et là encore, indépendamment de la situation professionnelle ou personnelle de la salariée. Donc on met le 25 mai. Et par contre, si on a une situation un petit peu plus complexe, mais qu'on peut très bien retrouver hein, au quotidien, nous avons souvent des salariés qui ont un arrêt de travail maladie au départ, peu importe la durée de l'arrêt de travail maladie, puis après une période de congé pathologique, alors généralement qui est prescrite sur 14 jours, et on vous rappelle que cette période de congé pathologique, elle est assimilée au risque maternité. Une fois que ce droit au congé pathologique est pris de 14 jours, on a un nouvel arrêt maladie qui est prescrit par le médecin et après on peut avoir un congé maternité. Et tout ceci sans reprise de travail. Donc ça veut dire qu'on va avoir dès le départ un dernier jour de travail au 14 mai à signaler pour l'arrêt de travail maladie, mais aussi pour toutes les autres périodes, donc le congé pathologique, l'arrêt maladie du 9 juin au 25 juin et le congé maternité à compter du 26 juin. Donc on va avoir finalement 4 risques, maladie et maternité, donc 4 signalements d'arrêt de travail DSN à transmettre avec ce même dernier jour de travail au 14 mai. Et là encore, ne pas réaliser le signalement d'arrêt de travail DSN par anticipation, comme en paternité. Vous allez respecter chronologiquement les périodes et attendre que chaque période ait débuté pour transmettre les informations. À présent, en accident de travail maladie professionnelle, on va vous proposer donc ce premier cas où le salarié a eu un accident, un sinistre a été déclaré donc par la déclaration d'accident de travail en ligne sur Net Entreprise par l'employeur a été déclarée donc le 5, le jour du sinistre, et l'arrêt de travail lui aussi
est prescrit par le professionnel le 5. Le salarié a pu directement obtenir un arrêt de travail cette même journée. Donc, et vous voyez que l'arrêt accident de travail se poursuit et le dernier jour de travail à signaler simplement, ça sera le 5. À noter que s'il s'agit d'un d'un accident de trajet, cette règle-là reste la même. C'est-à-dire que le salarié est venu travailler le 4, il a un accident de trajet avec son véhicule quelques minutes après avoir quitté son domicile, même s'il ne s'est pas présenté physiquement dans l'entreprise le 5, le dernier jour de travail restera le 5 et non pas le 4. D'un point de vue technique, de toute façon, vous serez bloqué sur Net Entreprise. En DSN, certains logiciels sont bloquants aussi. Et puis pour l'assurance maladie, la réglementation veut que même si le salarié ne s'est pas présenté, il a eu l'intention de venir, de se rendre sur son lieu de travail, le dernier jour de travail restera le 5. Et l'indemnisation, donc, débutera à compter du 6. Donc le dernier jour de travail en accident de travail ne peut pas être antérieur au sinistre. Par contre, il peut être postérieur. Et c'est le second cas que je vous ai mis à l'écran. Vous allez avoir un accident qui s'est produit le 5, mais la santé du salarié n'était pas en péril. Il était en capacité de poursuivre son activité professionnelle le 5, le 6, voire même la journée du 7. Pour autant, la journée du 7, il commençait à ne pas se sentir en capacité de poursuivre son activité professionnelle. Il a obtenu un rendez-vous chez son médecin qui a tout de même présenté une prescription à compter du 8. Donc là, le dernier jour de travail à renseigner sur le signalement d'arrêt de travail dans cette condition, cette situation-là, ça sera le 7, soit la veille de l'arrêt qui est daté du 8. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut avoir un dernier jour de travail postérieur, mais jamais antérieur, voire égal à ce moment-là au sinistre. Ça, c'est possible au jour du sinistre. On vous a remis également l'article de loi du Code de la sécurité sociale au niveau de la journée de travail qui est commencée par le salarié. Elle est prise en charge donc par l'employeur. En temps partiel thérapeutique à présent, donc avec 2 cas de figure. Un temps partiel thérapeutique et vous pouvez aussi, là en avoir de plus en plus, hein, des temps partiels thérapeutiques qui, débutent directement sans arrêt initial. On va avoir donc une règle générale qui s'applique avec un temps partiel du 3 mars au 31 mai, un dernier jour à renseigner au 2 mars. Et un autre cas avec un temps partiel thérapeutique précédé d'un arrêt à temps plein. Donc on a un arrêt maladie du 6 février au 2 mars et un temps partiel thérapeutique prescrit du 3 mars au 31 mai. Le dernier jour de travail sera le même pour les 2 attestations de salaire. Donc un signalement d'arrêt de travail DSN doit être effectué pour l'arrêt maladie avec un dernier jour de travail au 5 février. Et puis pour le temps partiel thérapeutique qui suit, on va conserver le même dernier jour de travail au 5 février. On vous a mis un petit cas, alors un petit peu plus complexe, mais on va bien le détailler pour que vous puissiez bien le comprendre au niveau du dernier jour de travail. Avec, donc l'arrêt maladie du 6 février au 2 mars, où là vous allez, appliquer le dernier jour de travail au 5 février, comme dans l'exemple précédent, donc à travers le signalement DSN. Le médecin prescrit le temps partiel du 3 mars au 31 mai. Un nouvel arrêt maladie à temps plein est prescrit pendant, la période de temps partiel, donc à compter du 9 avril jusqu'au 13 avril. Et puis, le salarié reprend, son activité en temps partiel thérapeutique vis-à-vis de la première prescription qui avait été établie à compter du 14 avril, ou bien le médecin peut lui prescrire un nouveau temps partiel thérapeutique à compter de cette même date. Donc au niveau du dernier jour de travail, pour la première frise, ça restera identique, donc à l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, donc du 5 février pour l'arrêt maladie et ici le 5 février pour le temps partiel à déclarer du 3 mars au 31 mars et pour le temps partiel thérapeutique à déclarer du 1er avril au 8 avril. Donc si on se focalise pour le mois d'avril, on va avoir 4 attestations de, heu, 3 attestations de salaire à effectuer. Une première donc du 1er au 8 avril, une deuxième pour l'arrêt maladie avec, un dernier jour de travail au 8 avril, soit le dernier jour du temps partiel thérapeutique d'avril, avant le passage en arrêt maladie à temps complet. Donc ça, on peut le transmettre en signalement d'arrêt de travail DSN. Et puis pour la troisième attestation de salaire, à effectuer, donc c'est le reliquat du temps partiel thérapeutique d'avril, du 14 avril au
30 avril. Et là, le dernier jour de travail à renseigner sera le 8 avril. Alors en réalité, il y a même une quatrième attestation de salaire, hein, c'est pour ça qu'on vous a mis le chiffre 4, c'est qu'on va pouvoir faire une quatrième attestation de salaire pour le mois de mai. Donc du 1er mai au 31 mai, le dernier jour de travail restera le 8 avril. Donc voilà, c'est un cas que vous pouvez rencontrer, donc vous pourrez, quand vous aurez le support de toute façon à l'issue du webinaire, vous pourrez bien vous focaliser sur cette slide pour vous, vous aider, pour vous guider aussi sur les cas pratiques, les cas concrets que vous avez au quotidien. Donc, vous l'avez compris, au niveau des derniers jours de travail, les informations à retenir. Donc, on a la veille de l'arrêt de travail. Pour des cas un petit peu plus spéciaux, spécifiques, on va avoir donc un même dernier jour de travail pour des enchaînements de risques. Et on vous rappelle qu'il n'est pas nécessaire de changer le dernier jour de travail, sauf s'il y a vraiment une action corrective à mener et qui est réelle. En cas de prolongation d'arrêt de travail, vous n'avez pas besoin de refaire un signalement à chaque fois, hein. Un signalement suffit pour X arrêt initial avec toutes les prolongations successives sans reprise de travail. Vous allez simplement modifier la date de fin prévisionnelle dans votre logiciel. Et on va le voir après avec la subrogation, on fera un nouveau rappel à ce niveau-là. Et je vais passer la parole à Alexandra. Alors simplement aussi, vous aurez tout au long du webinaire des petites rubriques en savoir plus. Donc ça va vous rediriger soit sur amélie.fr, soit sur Net Entreprise. Alors bonjour à tous, je m'excuse pour le petit désagrément qu'il y a eu. Merci à Anthony d'avoir pris la main pour le coup. Donc je suis Alexandra Tourissot, donc chargée de la relation entreprise au sein de la Caisse commune de sécurité sociale, donc de la Creuse. Et donc effectivement, je vais reprendre la main sur le focus sur les salaires. Donc effectivement, en cas d'arrêt de travail, donc vous devez transmettre, vous en tant qu'employeur, à la caisse primaire d'appartenance de votre salarié, une attestation de salaire dès que vous avez connaissance de l'arrêt maladie ou d'autres risques de votre salarié. Donc c'est cette attestation de salaire-là qui va déterminer les droits et qui va calculer les indemnités journalières pour votre salarié ou bien pour votre entreprise si vous demandez la subrogation. Donc, il est vrai qu'un salaire bien déclaré, donc pour vous, c'est moins de réclamations, moins de risque d'erreur de trésorerie en cas de subrogation et plus aucune attestation rectificative à remplir. Donc, en termes de salaire, donc, on va avoir deux types d'activités pour déterminer donc, la période de référence des salaires. Donc, on va avoir donc, une activité régulière. Donc, en maladie, ce qu'on va vous demander, ce sera donc les 3 derniers salaires bruts précédant l'interruption de travail. Et en ce qui concerne la maternité, la paternité ou l'accueil de l'enfant, ce sera les 3 derniers salaires bruts qui seront réduits de 21%. Attention, le salaire réduit, c'est bien de 21%, à ne pas confondre avec le salaire net à payer qui est indiqué sur le bulletin de salaire de vos salariés. Et on aura donc la deuxième activité qui sera donc soit irrégulière ou discontinue, pour lesquelles en maladie, il faudra que vous nous indiquiez donc les 12 derniers salaires bruts précédant l'interruption de travail. Et en maternité, paternité et accueil de l'enfant, il faudra nous indiquer donc les 12 derniers salaires bruts réduits de 21%, donc toujours le même principe, précédant l'interruption de travail. Donc, on va voir ensemble les salaires à déterminer donc, concernant la maladie, la paternité, la maternité et l'accueil de l'enfant. Donc, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, donc en maladie, il faudra bien donc nous indiquer les bruts soumis à cotisation de sécurité sociale, donc après l'abattement éventuel des frais professionnels, donc tels que les titres au restaurant, les frais de déplacement. Et pour les congés familiaux, donc maternité, paternité ou accueil de l'enfant, ce sera ce même brut soumis à cotisation de sécurité sociale, moins les 21%. Donc un petit focus sur le signalement en DSN, hein. À partir du moment où tout est paramétré correctement dans votre logiciel de paye, le signalement fait automatiquement la déduction des 21% pour les congés familiaux. Donc là, on vous a mis à l'écran une copie d'un bulletin de salaire. Donc en maladie, donc c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, comme vous pouvez le constater, il va convenir de déclarer le salaire brut avec les éléments suivants. Donc le salaire principal qui sera inclus dedans, les congés payés,
Donc, toutes les heures supplémentaires qui seront payées au cours du mois de référence, les primes mensuelles qui seront versées avec le mois de référence, donc telles que des primes d'assiduité, ou de productivité, ainsi que les primes annuelles qui seront versées avec le mois de référence toujours, telles que le 13e mois ou des primes d'intéressement. Donc, concernant le calcul, on vous l'a indiqué donc sur la slide, le salaire brut soumis à cotisation, donc sécurité sociale, moins les 21%. Donc, on va bien retrouver les 2 922,52 € moins 21% à déduire par vous-même si vous passez sur Net Entreprise ou en automatique puisque ce sera fait par le signalement DSN. Le salaire brut donc réduit à indiquer sera bien de 2 308,79 €. Donc, on va passer sur les salaires à indiquer sur les attestations accident du travail, de trajet et maladie professionnelle. Donc là, pareil, en accident de travail, maladie professionnelle, donc le salaire à déclarer sera bien le salaire brut soumis à cotisation sécurité sociale, accident du travail, maladie professionnelle. Il comprend seulement les éléments de salaire liés à l'activité du mois de référence en question. Donc, les primes et les rappels de salaire brut soumis à cotisation de sécurité sociale sont susceptibles d'être pris en compte. Ce seront ceux qui seront versés pendant les 13 mois précédant le dernier jour de travail. Donc, toujours le même focus sur la DSN. Lorsque le paramétrage DSN est effectué correctement, tout ça est calculé en automatique sur votre signalement DSN. Donc là, on vous remet également à l'écran donc le petit focus sur les déclarations à effectuer. Donc là, sur votre brut à prendre en compte, donc il suffira de prendre le salaire principal, donc les congés payés, les heures supplémentaires payées et effectuées ici au cours du mois de référence, et les primes mensuelles versées avec le mois de référence, donc comme tout à l'heure, les primes d'assiduité ou de productivité. Donc, on vous rappelle bien que ces primes-là ainsi que les salaires sont ceux versés pendant les 13 mois précédant le dernier jour de travail. Donc, on vous a mis ici une petite grille de ventilation de façon à vous présenter et à vous aider à paramétrer éventuellement vos éléments de salaire dans votre logiciel de paye avec votre éditeur de logiciel et qui va servir à la reconstitution de l'attestation de salaire en accident du travail, maladie professionnelle. Donc là, sur la ligne 1, donc qui va correspondre au cadre A de votre attestation de salaire, on va y retrouver donc les primes versées mensuellement, permettant de compenser une contrainte qui va être liée à l'emploi, comme la prime d'habillage, les primes d'outillage, les primes de transport ou les primes d'ancienneté. Donc ces primes, vous verrez avec votre éditeur de logiciel pour la DSN, elles seront à paramétrer dans le bloc 51002 de votre logiciel de paye. Donc, on vous indique également que les heures supplémentaires et les modulations d'heures qui correspondent à une période doivent être intégrées dans le cadre A de votre attestation de salaire, accident du travail, maladie professionnelle. On va retrouver sur la deuxième ligne les entités qui vont apparaître dans le cadre B de votre attestation de salaire, accident du travail, maladie professionnelle. Donc, ce seront des primes qui vont être liées à l'activité avec une période de rattachement spécifique, comme le 13e mois ou bien le 14e mois ou encore des primes de bilan. Et ces primes-là vont être, elles, à paramétrer dans le bloc 52, type 027 de votre logiciel de paye. Et en ce qui concerne la troisième ligne, donc ça va également correspondre au cadre B de votre attestation de salaire, pour lesquelles on va y retrouver ici par contre des primes exceptionnelles qui vont être liées à l'activité avec une période de rattachement sur le mois civil afférent. Donc comme des primes de productivité, des primes de performance. Également, on peut y retrouver des primes liées à la surcharge d'activité. Et celles-ci seront à paramétrer donc toujours dans le bloc 52, mais ce sera dans le style 26 de votre logiciel de paye. Alors, on va y retrouver également tout ce qui est prime de fin d'année, rappel de salaire suite à une augmentation éventuellement. Et celles-ci seront toujours à paramétrer dans le bloc 52 de type 027, puisque ces primes seront liées à une activité avec une période de rattachement qui seront spécifiques. Et toujours dans le cadre B, donc ça va correspondre donc à la référence si jamais celle-ci n'a pas été entièrement travaillée du fait d'une absence autorisée ou d'une embauche en cours, il est tenu compte de la perte de salaire qui va être subie en fait.
Donc, dans ce cas, il est tenu compte des éléments déclarés au titre du salaire rétabli, comme il est indiqué. Donc, aux primes exceptionnelles qui sont liées à l'activité avec une période de rattachement sur le mois civil. Et toujours ces primes-là donc, seront à paramétrer dans le bloc 52. Donc, si jamais vous avez besoin d'un peu plus d'explications poussées au niveau de ces blocs-là dont j'ai pu vous parler et des types euh, de primes à effectuer dans quel bloc exactement, je vous invite à contacter directement votre éditeur de logiciel de façon à ce que vous puissiez voir avec eux si les paramétrages sont bons de votre côté. Donc, on va faire un petit rappel sur les salaires rétablis maintenant. Donc, si votre salarié n'a pas travaillé de façon continue pendant la période de référence, donc le salaire peut être reconstitué comme s'il avait travaillé normalement sur la base de son temps de travail qui va être prévu donc dans son contrat. Le salaire reconstitué donc doit être rattaché, pardon, au mois où l'absence a été déduite. Donc, pour un contrat à temps partiel, le salaire est rétabli selon la rémunération du temps partiel. En cas de maternité, de paternité ou d'accueil de l'enfant, ce salaire-là, lui, va être reconstitué et doit tenir compte donc de la déduction forfaitaire, bien évidemment, des 21%, comme on a pu le voir précédemment. En ce qui concerne les avantages en nature, eux, ils ne sont pas comptabilisés. Ils ne seront que comptabilisés pour les jours de présence effective de votre salarié, hein. Enfin, toutes les rémunérations qui sont soumises à cotisation, donc selon l'article L 242.1 du Code de sécurité sociale, doivent être prises en compte. Donc les salaires établis, comme je vous l'indiquais, ce qu'il faut retenir, donc, quand faut-il rétablir un salaire? Donc, en cas de nouvelle embauche, sur donc, les types de maladies, maternité, paternité, accueil de l'enfant, vous rétablissez uniquement le salaire sur le mois de l'embauche. En accident du travail, maladie professionnelle, vous rétablissez systématiquement le mois de référence. Donc, vous devez rétablir le salaire également donc, en cas de fermeture d'établissement, en cas de congé payé, sur une période de grève. Et quand ne faut-il pas rétablir un salaire? Donc, sur les situations suivantes, comme on peut vous l'indiquer, sur une absence qui est non payée ou non autorisée par l'employeur, donc c'est ce qu'on appelle une absence injustifiée. En cas de journée de solidarité, on ne rétablit pas le salaire. En cas de mise à pied, ou pour tous les salariés qui sont en activité discontinue ou pour les intérimaires. Donc ça, toujours hein, en DSN, tout se fait automatiquement à partir du moment où les blocs sont bien paramétrés. Et on vous a remis un petit en savoir plus qui va vous rediriger vers la page Amélie Entreprise pour lequel vous allez pouvoir retrouver toute la liste en fait complète euh, des salaires rétablis dans quelle situation. Donc on vous a remis ici donc le cas du salaire rétabli pour la nouvelle embauche. Donc il convient de saisir un salaire à zéro pour le ou les mois qui précèdent le mois de l'embauche et saisir un salaire établi uniquement sur le mois de l'embauche. Et en cas d'arrêt de travail, donc sur le mois de l'embauche, il convient de saisir un salaire à zéro pour le ou le mois qui précède le mois de l'embauche. Et là, dans ce cas-là, les agents de la caisse primaire d'assurance maladie de votre salarié se rapprochera de lui pour qu'il puisse nous envoyer les justificatifs nécessaires pour l'indemnisation. Donc, on va arriver sur l'item de la subrogation. Je vais repasser la parole à Anthony qui va vous présenter les éléments en question. Merci Alexandra. Donc effectivement, la subrogation, c'est un point très important. Très important puisque de votre demande de subrogation ou de la subrogation qui est renseignée sur l'attestation de salaire va dépendre le destinataire du règlement des indemnités journalières. La première règle à retenir, c'est surtout de ne jamais se focaliser sur la date de l'arrêt initial au niveau de la période de subrogation. On va vous donner des exemples, mais on va vous inviter, nous, à toujours suivre les préconisations de votre convention collective, des accords de branche ou des décrets ou de la pratique interne instaurée au sein de votre établissement sur le maintien de salaire, c'est une chose, mais la subrogation, c'est autre chose. La subrogation, c'est qui doit recevoir les indemnités journalières. C'est vraiment la définition. Quel est le destinataire?
On vous propose, l'exemple suivant avec un arrêt initial. Votre convention collective, elle prévoit une subrogation de 3 ans. Donc en fait, si vous avez un arrêt de travail qui commence du, 16 avril, alors là 2024, du 16 avril 2024 jusqu'au 30 avril 2024, vous n'allez certainement pas renseigner une subrogation du 16 au 30 avril 2024. Pourquoi? Parce que s'il y a une, prolongation d'arrêt de travail à compter du 1er mai, jusqu'au 10 mai et que vous avez limité votre subrogation au 30 avril, le paiement de la période du 1er mai, et les paiements suivants vont être faits directement à votre salarié. Donc c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que vous puissiez déclarer en une fois, à travers un signalement d'arrêt de travail DSN, une, subrogation, en corrélation avec, la période, définie par votre convention. Donc généralement, on peut aller sur des périodes de 6 mois, de 1 an, de 2 ans, de 3 ans. Tout va dépendre de l'entreprise, du statut du salarié, de son contrat, de son ancienneté, et cetera, et cetera. Donc voilà, il y a pas mal de critères à prendre en compte. La CPAM n'a pas de droit de regard sur, la subrogation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous conseiller de mettre en place la subrogation. On peut vous dire comment la mettre en place sur une attestation de salaire, quelles sont les dates à renseigner, mais on ne peut pas vous dire: «Ah non, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça, ou vous devez faire ça». On va simplement nous, appliquer ce que vous nous allez renseigner sur l'attestation de salaire. Donc, quand, vous, transmettez donc un signalement d'arrêt de travail pour un arrêt initial et que des prolongations, d'arrêt de travail vont se présenter à vous, vous n'avez pas besoin de les transmettre par un signalement d'arrêt de travail DSN. Vous allez simplement dans votre DSN mensuel modifier la date de fin prévisionnelle. Votre, signalement de départ, il a déjà prévu une subrogation sur 3 ans, donc les paiements vont se faire au fur et à mesure, au fil de l'eau, à réception et au rythme des arrêts de travail qui vont être, prescrits par les professionnels de santé. Vous n'avez rien à faire. À condition aussi que vous ayez sélectionné au moment du signalement, soit un centralisateur avec, le bon SIRET, soit s'il n'y a pas de centralisateur, vous, sélectionnez, directement le bon SIRET. On vous a remis la formule: un SIRET égale un RIB. Pour autant, un SIRET ne peut pas être égal, pardon, à plusieurs RIB. Par contre, on peut avoir un RIB, sur différents SIRET. Donc, il faut vraiment veiller à utiliser le bon RIB. On peut, revenir vers vos services, hein, si on s'aperçoit qu'il y a des changements, significatifs de RIB, au cours d'une période assez, restreinte. Donc on vous a remis là encore un petit, icône «En savoir plus» qui vous renverra vers amélie.fr. Un autre cas qui est intéressant, on va mettre la lumière aussi aujourd'hui sur l'attestation de salaire pour, ouverture des droits au-delà de 6 mois. Alors, pour replonger un petit peu dans le contexte, donc c'est l'attestation que vous avez, à l'écran, c'est ce CERFA-là. À quel moment, on va le recevoir? À quel moment vous allez devoir le compléter en tant qu'employeur? Eh bien simplement pour les, arrêts maladie donc, de vos salariés qui, ont des arrêts alors, un arrêt initial avec des prolongations, sans reprise de travail, un arrêt qui va durer, plus de 6 mois. Pourquoi on va avoir besoin de ce type d'attestation de salaire? Eh bien simplement, on se doit de réétudier déjà les droits administratifs et les droits, médicaux. Donc on va avoir un avis du service médical aussi pour savoir si la personne est en capacité de reprendre le travail ou non. Et au niveau de l'avis administratif, eh bien on va s'intéresser au fait que la personne, savoir si elle a suffisamment cotisé sur les 12 derniers mois avant le dernier jour de travail, soit en termes d'heures travaillées, donc on va vérifier si elle a travaillé à minima 600 heures avant, le dernier jour de travail au cours des 12 derniers mois, ou si elle a, effectué, heu, ou si pardon, elle a cotisé, un montant égal à 2030 fois le SMIC horaire au cours des 12 derniers mois avant le dernier jour de travail. Voilà pourquoi on a besoin de ce type d'attestation. Alors, en DSN, ça se retranscrit de manière automatique. Vous ne l'avez pas dans votre liste de signalements. Ça se met de manière automatique. C'est un flux, en fait, qui est, automatiquement véhiculé auprès, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse dans un premier temps, aux alentours des 8 ou des 18 de chaque mois. Comment ce flux il est créé? Eh bien simplement, à partir du moment où vous, reportez la date de fin prévisionnelle dans vos DSN mensuels, le système DSN, il comprend que le salarié est absent depuis à minima 4 mois, 4 mois et demi
5 mois même. Et donc, ce flux, il est transmis à la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui l'analyse, qui l'enregistre au niveau des données de carrière de l'individu. Et ce flux est retransmis automatiquement à la CPM. Donc là, vous n'avez rien à faire. Par contre, si vous avez oublié de, de renseigner une reprise de travail, eh bien, on va quand même recevoir ce flux. Donc, pour ne pas recevoir ce flux à tort, ce qui est important, et vous recevrez donc un compte rendu de la caisse aussi dans ce sens-là, ce qui est important, c'est de renseigner une date de reprise dans la DSN mensuelle. Donc, de cette manière-là, on ne recevra plus ce type d'attestation. Donc, ce type d'attestation est transmis automatiquement. Si vous avez oublié de renseigner la date de reprise ou si vous avez oublié pardon, de renseigner la date de fin prévisionnelle et que l'attestation ne se déclenche pas de manière automatique, vous pouvez aussi la saisir sur Net Entreprise. Il y a un menu déclaratif dédié dans le menu attestation de salaire. Donc voilà, c'est très important de renseigner le motif de la reprise avec la date réelle de reprise. Donc on vous a mis là aussi un petit pavé au niveau de la DSN mensuelle, comment il fallait opérer pour que cette reprise soit bien renseignée et éviter ainsi que l'assurance maladie ne reçoive des flux supplémentaires. Et je vais repasser la main à Alexandra qui va faire un focus sur les indemnités journalières déjà payées. Merci Anthony. Donc effectivement, vous pourriez recevoir des comptes rendus métiers qui vous indiquent que les indemnités journalières sont déjà payées. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'au niveau de la caisse primaire, on a reçu des attestations en double. Et donc cela va entraîner donc un double, ça pourrait entraîner effectivement un double paiement des indemnités journalières. Donc ça va apporter des régularisations complexes pour l'assurance maladie, mais également pour votre entreprise et des éventuels indus, que ce soit pour vos salariés si la subrogation n'a pas été demandée, ou bien pour vous en cas de subrogation. Donc, il faut être vigilant à ce niveau-là. Donc, les bonnes pratiques à adopter. Donc, dans un premier temps, à vous de vérifier en fait que l'attestation n'a pas déjà été transmise par le biais de votre DSN. Donc, ne pas refaire d'attestation de salaire sur Net Entreprise par la suite. Privilégiez donc, comme je vous l'indiquais précédemment, le signalement DSN pour que vous puissiez avoir un meilleur suivi. Rendez-vous directement sur votre tableau de bord. Donc, on vous rappelle, un seul envoi suffit. Inutile de renvoyer une attestation en cas de prolongation, sauf en cas de demande explicite de la part de l'assurance maladie qui vous demandera de déposer une attestation de salaire rectificative sur le site Net Entreprise. Donc, en cas de doute, on vous invite à consulter votre bilan de traitement du signalement sur votre tableau de bord DSN. Vous vérifiez également en cas de subrogation vos décomptes d'indemnités journalières sur le BPIJ, donc les bordereaux de paiement d'indemnités journalières. Et en cas de réclamation, éventuellement, avant d'envoyer une nouvelle attestation, on vous invite à contacter le 3679, qui est la plateforme de l'assurance maladie côté employeur. On va voir maintenant comment corriger une attestation de salaire. Alors, en DSN, tout simplement, pour corriger donc l'attestation de salaire, un signalement DSN annule et remplace. Donc, si l'erreur concerne le risque, que ce soit maladie, maternité, paternité, ou encore si cela concerne donc le dernier jour de travail ou la subrogation, donc là, effectivement, vous avez la possibilité de déposer un signalement DSN annule et remplace afin de corriger l'erreur. Par contre, si cette erreur concerne des salaires ou des primes au niveau de la DSN mensuelle, donc vous ne pouvez pas déposer de DSN annule et remplace. Par contre, on va vous demander de déposer une attestation de salaire rectificative sur Net Entreprise et de contacter donc votre éditeur de logiciel afin que vous puissiez revoir ensemble le paramétrage donc de votre logiciel. Donc, un petit focus important, l'envoi d'un signalement annulé remplace n'est possible qu'après correction, on vous le répète, de votre DSN mensuel. Donc, toujours le petit focus en savoir plus qui va également vous renvoyer sur le site Net Entreprise. Et comment corriger donc l'attestation de salaire sur le site Net Entreprise? Donc rien de plus simple, vous renseignez les éléments précédents sur le nom, le prénom et le numéro de sécurité sociale de votre salarié. Et arrivé à l'étape 4, vous cochez bien attestation rectificative. Vous ressaisissez donc les informations corrigées ainsi que tout le reste de l'attestation de salaire. Et nous, en fait, on va recevoir cette attestation, pardon, rectificative dans nos données de façon à ce qu'on puisse corriger l'éventuelle erreur qui aurait été saisie.
Donc cette attestation, on vous le répète, hein, elle n'est pas à être utilisée pour contester une décision ou faire une réclamation. Par ce biais-là, on vous invite à consulter directement le 3679. Donc une slide pardon, sur les erreurs à éviter. Donc, utilisez dès que possible le signalement arrêt de travail en DSN. Donc, sauf comme a pu vous l'indiquer Anthony précédemment pour le temps partiel thérapeutique qui n'est pas encore pris en compte sur les signalements DSN. Donc, en DSN, vous n'avez pas de montant de salaire à compléter, pas de prime à indiquer, donc pas de salaire rétabli à saisir. Et c'est une génération automatique des périodes de congé paternité au niveau du signalement DSN. Donc, au niveau du signalement, pareil. Donc, si les erreurs portent sur les salaires de référence, les salaires établis ou les rappels de salaire, revoyez votre paramétrage avec votre éditeur de logiciel. Donc, au niveau du dernier jour de travail, revoir la règle qu'Anthony a pu vous présenter auparavant. En ce qui concerne les salaires, donc bien différencier les types d'activités ainsi que les risques pour lesquels vous allez déposer votre signalement DSN. Un petit focus sur les attestations envoyées en double, comme je vous l'ai indiqué précédemment. Si vous avez déjà effectué un signalement d'arrêt DSN, ne surtout pas saisir d'attestation sur Net Entreprise, même quand vous recevez une prolongation, ça se fait automatiquement. Et les dates de subrogation, donc comme vous l'avez vu précédemment également, on indique toujours les dates maximales qui sont prévues par votre convention collective ou votre accord de branche ou votre décret, et bien vérifier également l'IBAN qui a été saisi dans votre logiciel de paye, puisqu'on vous rappelle qu'un SIRET égale un RIB. On peut retrouver un même RIB pour plusieurs SIRET, mais pas l'inverse, cela n'est pas possible. Donc, je vais relaisser la main à Anthony pour vous présenter les contacts qui sont à votre disposition pour l'assurance maladie. Merci Alexandra. Donc effectivement, on s'approche de la fin du webinaire et vous avez peut-être déjà commencé à poser vos questions à Anita et Laurence. Simplement, avant de terminer et passer à vos questions, on vous a remis à l'écran. Alors vous connaissez, hein, si vous êtes déjà venu à plusieurs de nos webinaires, que ce soit en local ou en régional. Donc le numéro pour nous contacter, le 36 79, on vous fera un petit focus après sur un service qui existe depuis le mois de janvier. Donc pour rejoindre les caisses de Nouvelle-Aquitaine. Pour Net Entreprise, on vous remet également le numéro si vous avez besoin d'une assistance vis-à-vis de la gestion de votre compte Net Entreprise. N'hésitez pas à consulter amélie.fr pour suivre toutes les actualités réglementaires de l'assurance maladie, la partie sur la prévention des risques professionnels, sur les cotisations aussi, les obligations et les démarches sur les arrêts de travail, la gestion des événements liés à la parentalité, des solutions de prévention au travail. Voilà, vous avez tout un puits de connaissances sur amélie.fr. Donc, passez par ce site-là, ce site de confiance pour directement retrouver les premières informations quand vous êtes dans l'impasse. Et puis, effectivement, si après, vous souhaitez aller plus loin au niveau du suivi de vos dossiers, on vous propose donc sur la Nouvelle-Aquitaine, au niveau du 3679, mais pas que, le suivi de vos dossiers. Pas que, puisque depuis le mois de janvier, on a mis en place donc ce site, ce service qui s'appelle Clic Rendez-vous, qui vous permet de prendre rendez-vous avec un téléconseiller expérimenté. Pourquoi? Bah, simplement pour avoir un temps d'échange efficace et personnalisé. Vous pouvez suivre vos dossiers. Alors, ça nécessite quelques prérequis. Déjà, dans un premier temps, il faut que vous ayez, à minima 3 dossiers. Donc on est sur de la multi-demande au niveau de ce type de service. Donc vous avez une demande, multiple pour la gestion de plusieurs dossiers. Ça nécessite de créer un compte, en quelques clics, vous pouvez très facilement réserver un créneau. Vous recevrez, une confirmation et vous aurez même la possibilité, de modifier ou d'annuler votre rendez-vous, hein, si, vous avez réussi, à solutionner, votre problématique. Vous aurez un rappel quelques heures avant le rendez-vous. On a des retours d'expérience aujourd'hui d'entreprise qui nous disent: «Ah bah oui, c'est très intéressant, ces canaux puisque ce canal pardon de contact, puisque vous avez un temps d'échange alors limité à 30 minutes». Mais pendant 30 minutes, si vous avez, préparé vos dossiers, c'est-à-dire que si vous avez le numéro SIRET, ou les numéros SIRET, préparés avec les numéros de sécurité sociale de vos salariés qui sont bien, concernés, voilà, triés par SIRET, les dates des arrêts de travail, si vous avez effectué les démarches, si vous connaissez la date des démarches, à quelle date vous avez fait, telle ou telle démarche, si vous avez,
envoyer un extrait d'acte de naissance, un RIB, un bulletin d'hospitalisation. Si vous avez accès au téléservice, ça peut aller très vite, hein. Nous avons des entreprises qui nous disent: «Bah, moi, j'ai pu, profiter de ce service-là pour, bah, passer 10 dossiers, avec, votre conseiller et bah, j'ai gagné ma journée». Donc voilà, ça peut être intéressant. Si toutefois vous êtes limité au niveau du nombre de dossiers, vous avez toujours bien entendu le 36 79 qui pourra, répondre aussi, à vos questions.